Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 109e avec une athlète internationale. J'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Sophie Duhart, qui est une athlète française, qui a participé aux Jeux Olympiques, qui est spécialiste des courses en demi-fond, du 3000 mètres steeple jusqu'au cross-country, qui est sa discipline. Alors je vais pas dire de prédilection parce que Sophie adore la piste, mais elle a remporté en 2013 les championnats d'Europe de cross à Belgrade. Elle a longtemps été détentrice du record de France sur le 3000 mètres steeple. Elle vient juste d'être détrônée par Alice Finot de son record de France qui tenait quand même depuis 2009. À travers cette interview, vous comprendrez comment Sophie a réussi à atteindre le très haut niveau, quelles en sont les exigences, les attentes, mais également les immenses bonheurs tout au long de cette carrière. Sophie évoque également la reconversion, cette après-carrière qui peut faire peur à certains sportifs, mais qu'elle a préparée déjà très en amont. Vous allez découvrir une personne vraiment passionnée, qui n'élude aucun sujet et qui ne se cache pas pour dire franchement les choses. Alors bien évidemment, je remercie Sophie pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa simplicité lors de l'échange que nous avons pu avoir. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Sophie Duhart, athlète internationale, athlète olympique, passionnée de cross, passionnée de piste, mais femme de défi et qui aime se challenger. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Sophie, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors en ce début de semaine, comment vas-tu ? Je crois que tu reviens de chez le kiné. Rien de grave ? Bonsoir, non, je suis en stage à Font-Romeu depuis hier. Non, rien de grave. Juste l'entretien de la machine, on va dire habituel. Donc non, rien de grave et justement que du plaisir chez le kiné. Alors, on reviendra tout à l'heure sur cette routine et sur tes allers-retours réguliers avec ce staff qui t'encadre et t'entoure. Mais je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ton âge, si on peut le dire, mais on est de la même tranche. 1980, c'est une très, très bonne année. Donc, je te laisse la parole. À toi de jouer. Eh bien, Sophie Duhart, donc athlète internationale en athlétisme demi-fond et fond, spécialiste à la base du 3000 steeple, puisque j'ai eu le record de France depuis 2007 jusqu'à 2022 et Alice Finot vient de le battre. Puis je me suis dirigée sur le 5000, le 10 000 et le cross où j'ai réussi à faire des choses sympas. Donc j'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. J'ai déjà fait 5e au championnat du monde, plusieurs championnats du monde à mon actif sur steeple, sur 5000 et 10 000 avec des places en finale. Donc des Jeux, championne d'Europe de cross pour cette partie. Après, bon, les titres qui me sont à cœur, c'est évidemment le championnat de France de cross qui est vraiment quelque chose que je souhaitais accrocher à ma carrière. Et des titres de championne de France sur piste également, sur du 3000 steeple, 5000, pareil, 10 000. Quoi de plus? 9 participations, je crois, au championnat d'Europe de cross avec des résultats donc en individuel, je viens d'en parler avec le titre, et des places par équipe. Et en tant que sportive de haut niveau de la défense depuis 2007 aussi, je participe régulièrement au championnat du monde militaire ou aux Jeux mondiaux militaires où j'ai accroché plusieurs places de championne du monde sur 1500, vice-championne du monde sur 3000 steeple et aux Jeux mondiaux militaires. Donc voilà, et championne du monde aussi sur cross. Et récemment, en fait, on a été championne de France par équipe avec le club, ce qui est vraiment pour moi une fierté parce que j'ai réussi au niveau individuel et j'ai réussi à impulser une dynamique sportive au sein de mon club. Et c'était une fierté pour moi d'avoir d'un accomplissement dans ma carrière. Et nous nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Europe des clubs
ce qui a mis en avant le CA Balma et la politique sportive de mon club. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui me motive aujourd'hui et encore à courir. Alors, c'est justement ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui te fait courir? Est-ce que c'était déjà ancré en toi dans ta jeunesse ou est-ce que c'est venu un petit peu par hasard? Comment tu as rencontré le sport et ensuite la course à pied? En fait, j'ai toujours été sportive, touche à tout. J'étais un peu le garçon manqué à l'école qui jouait au foot à la base et rapidement les sports un peu énergétiques à l'UNSS. Jamais en club parce que 1981 et en Aveyron, vivant à Espalion dans le Nord Aveyron, les clubs d'athlétisme, il y en avait pas. Donc moi je prenais l'habitude de courir pour moi. J'avais un marathonien dans mon village qui courait à l'époque en 2,14, donc c'était une personne qui a été un peu aussi une personne qui a été référente pour moi. Donc je courais pour la forme, pour le plaisir et la notion de compétition, je l'ai toujours eue, mais pas implicitement en club. Donc à l'UNSS, hein, je développais ça, la compétition dans les cours de récré, il fallait gagner. La culture de la gagne, ça je l'ai toujours eu. Et j'adorais piquer le vélo de mon père et me faire des sorties vélo dans l'Aveyron. Voilà. Donc le sport a fait partie de ma vie et de manière en fait quotidienne. Tous les jours, je faisais du sport. Je suis même allée à faire du roller en rampe, donc sur des choses un peu plus extrêmes, donc un peu casse-cou. Mais quotidiennement, j'avais des doses d'endurance et de résistance sur des sports différents sports. Voilà. En dehors de la gymnastique artistique, qui n'était vraiment pas mon dada, voilà, j'étais un peu touche à tout à la base. Et pourquoi l'athlétisme à un moment, c'est que j'ai été en STAPS première année à Toulouse et je préparais une histoire de concours. Je ne sais pas s'il y avait un concours ou à l'époque ou pas, mais je sais que je m'entraînais pour quelque chose de spécifique en athlétisme. Et comme j'avais pas assez de doses, je me suis fait à 1000 mètres. Et là, mon premier coach de l'époque est venu à ma rencontre et il m'a demandé si je faisais de l'athlétisme. Et rapidement, en fait, j'ai été licenciée, entraînée par lui. Et au bout d'un mois, j'ai fait 7e au championnat de France de cross. Donc, l'aventure est partie de là. En fait, la découverte dans un stade au Satuc, à Toulouse, avec un coach, Patrick Després, qui est encore entraîneur et qui est encore fourvoyeur de bonnes pépites. Et donc, très rapidement, tu as abandonné le STAPS pour te concentrer vers cette carrière de haut niveau ou tu as quand même poursuivi pour peut-être préparer une après-carrière? Non. Non, alors à l'époque, moi quand j'ai commencé, c'était vraiment dans la logique passion, compétition, mais passion, compétition, plaisir de courir et que j'ai toujours et que j'avais et que j'ai gardé. Je viens de l'Aveyron, c'est-à-dire que c'est une culture en fait où on a la culture du travail. Et pour moi, il y avait la réussite sociale était prioritaire dans le sens où je préparais un concours du professorat de PS à l'époque, donc j'étais en STAPS pour ça, pour me diriger sur l'UEFM. Donc je n'ai jamais aménagé. Pour moi, c'était avoir le DUG, la licence, et rentrer à l'UEFM. Il s'est posé la question à un moment donné, en fait, puisque j'ai été qualifiée au championnat d'Europe espoir aux 3000 steeples, où j'ai connu le petit haut niveau jeune. Ça a fait sens. C'est quand je me suis retrouvée à l'UEFM et que les week-ends je pouvais pas, je ne voulais pas en fait consacrer l'entraînement et prioriser l'UEFM sur l'entraînement. Moi je fais les choses à fond, c'est-à-dire que j'avais réussi la licence avec et réussi à l'entrée à l'UEFM, mais là j'ai fait un choix et le choix a été sportif. Donc je me suis dirigée sur le sport à 100%. J'ai continué sur une maîtrise. J'ai réussi ma maîtrise, mon master 1. Mais après, je me suis consacrée au sport. Et j'ai pris le risque, j'ai pris ce risque et j'ai dit ça marche ou je reviendrai au pire à l'UFM pour passer le concours et ce risque a marché. Alors, on recrute
en tant que professeur dans l'éducation nationale, on cherche des profs de sport. Hein. Si tu souhaites poser ta candidature, y a toujours une possibilité. Pas de regret d'avoir finalement cheminé vers toute cette carrière. Hein. Ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est un sacré palmarès. Donc, l'IUFM, finalement, pas de regret. Non, absolument pas de regret. Et encore, en fait, j'ai envie de dire que c'est le fruit pas du destin ni du hasard, parce que le destin, je crois beaucoup au destin, au hasard des rencontres, mais on va vers nos rencontres, on va chercher. Si on reste chez soi, on va pas rencontrer grand-chose. Non, moi, le métier de prof de PS était un métier, voilà, que j'idéalisais. Maintenant, aujourd'hui, voilà, en ayant connu le sport de haut niveau et la vie d'athlète de haut niveau et la vie aussi à travers mes coachs d'entraîneurs, non, c'est vraiment avec aucun regret. Surtout que ce qui me freinait beaucoup à l'époque, c'est ce concours en fait où tu avais le CAPES et tu partais sur Paris. Et moi, j'étais vraiment très attachée à ma région, à l'Occitanie, à l'Aveyron, à Toulouse. Donc non, c'est déjà, je pense que il y avait quelque chose de cassé. Ensuite, le métier a évolué aujourd'hui et je n'ai vraiment aucun regret. Par contre, ce que j'ai gardé aujourd'hui, c'est par rapport au fait de transmettre la transmission. Il y a des athlètes qui ont fait du haut niveau et qui mettent un terme à leur carrière et vont sur d'autres horizons. Moi, j'ai toujours voulu transmettre tout ce que j'avais appris, mon expertise, mon expérience et au-delà, même les transmettre là au travers du milieu de l'entreprise, parce qu'il y a des similitudes, il y a des valeurs communes qui sont très intéressantes et j'ai réussi à un peu transformer, d'innover et de transmettre la passion du running. Voilà. Par rapport à ce parcours, à ce choix donc de lâcher entre guillemets l'UFM pour te consacrer à fond dans le sport, quel a été le rôle de tes parents? Tu le disais, hein, dans ma région, il y a des valeurs, c'est le travail. Comment tes parents ont pris finalement cet envol que tu as pris assez rapidement vers les sommets de la course à pied? Ils t'ont poussé, ils t'ont accompagné? De souvenirs, moi, ma mère avait été très soucieuse du fait de réussir ce concours parce que pour elle, elle idéalisait toujours les instituteurs et le métier de professeur. Elle disait que pour une femme, il n'y avait pas mieux en métier. Donc, elle était vraiment sur cet aspect-là. J'ai eu la chance. Donc, moi, ils ont été en retrait par rapport à ça. Et je crois qu'ils n'ont pas bien maîtrisé, en fait, au départ, que ça pouvait être un métier. Je crois qu'ils étaient sur l'aspect que, moi, je faisais ma maîtrise. Donc, pour eux, je continuais, en fait. Sauf que j'ai eu des résultats. Et je pense, il y a eu un énorme bouleversement. Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, ça a été, je pense, pas si facile pour mes parents. Parce qu'en fait, dans les villages, tout le monde se connaît. Tout le monde sait la situation sociale des gens, etc. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je fais 5e au championnat du monde. France 2 vient à la maison en 2007. Je chamboule un petit peu la vie de mes parents. Et jusque-là, eux, ils me voyaient sur des petites corridas de ma région. Pour eux, je gagnais, mais bon, je crois qu'ils n'ont pas maîtrisé et ils sont restés très, très à l'écart. Et je pense que ça a été un point. Je le vois aujourd'hui comme un point positif à ma pratique. Je n'ai jamais en fait été poussée, Donc ils ont été, et ensuite, c'est vrai qu'à l'époque, ils comprenaient pas trop au départ. Bon, voilà, j'ai eu après la chance d'en faire mon métier avec des contrats et donc là, ils ont vu que, mais la question restait quand même permanente. Et tu repasseras le concours. Donc c'est vraiment, on va dire les soucis de la mère pour sa fille. Et alors, justement, les contrats, ils sont venus rapidement après ces premières belles performances où tu as dû peut-être aller batailler un petit peu pour obtenir justement une sécurité financière. Tu le disais, être rattaché donc à la défense pour, entre guillemets, te permettre d'avoir ce statut de sportif de haut niveau. Comment tu as cheminé pour asseoir finalement ton professionnalisme et pouvoir en vivre?
Alors, c'est des choses que je n'ai jamais trop dites et que justement, je trouve très, très important de le dire aujourd'hui pour les générations actuelles. Quand je dis j'ai pris un risque, et le risque, c'est un pari, à vrai dire. Moi, mes parents me payaient tout à Toulouse pour les études. Donc, c'était vraiment, voilà, pour moi, je me recevais d'un devoir. Et du moment où moi j'ai fait le choix de ne plus passer ce concours, en fait, j'ai trouvé une astuce en gros pour avoir quelques bourses et je vivais avec 300 balles par mois. Et donc en fait, j'ai quand même un peu galéré sur l'année de maîtrise et l'année d'après. Mais très rapidement, j'ai fait 5e au championnat du monde. En fait, les contrats, j'ai envie de te dire, sont venus assez rapidement parce que finaliste, et je crois qu'à l'époque, j'avais fait un des meilleurs résultats de l'équipe de France à Osaka. En fait, j'ai eu les contrats privés d'équipements sportifs qui sont arrivés. D'ailleurs, c'était un peu un chamboulement avec l'arrivée de managers à gérer. Et à l'époque, il y avait pas mal de contrats de sportifs de niveau de la défense. Et moi, j'avais fait, dans le cadre de ma maîtrise, en fait, une recherche de savoir si je pouvais le métier d'officier des sports me plairait pour l'avenir. Et en fait, j'avais déjà signé un contrat un contrat pour voir ce que c'était le métier. Donc, quand ils ont vu que j'avais déjà fait des démarches, ils m'ont proposé la contractualisation. Et donc, moi, ça a été assez simple et rapide pour asseoir, en fait, le fait d'être serein m'a beaucoup aidé au départ. À partir de 2007. C'est arrivé suite à ces résultats. Et ensuite, moi, j'ai fait jouer mon intelligence un peu au travers des partenariats pour les faire vivre, pour créer une histoire, pour ne pas que recevoir. En fait, développer des concepts avec les marques, développer des pointes d'athlétisme. Voilà, au cours de ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses qui ont fait que j'ai beaucoup appris au sein de ma pratique au contact de sociétés partenaires. Même si, on remonte quelques années en arrière, ce monde de l'athlétisme n'était peut-être pas aussi digitalisé qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux toucher une communauté assez importante, toucher des marques de façon très, très rapide. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place, à convaincre et à aller finalement gagner ta vie avec ces différents contrats? Ou est-ce que finalement ton astuce a été la bonne d'aller proposer différents concepts comme tu l'évoquais tout à l'heure? Alors, absolument pas difficile parce qu'en fait, on était sur autre chose avant. C'était un autre type d'athlétisme. Je pense que justement, c'est devenu très difficile pour les athlètes de très haut niveau à juste 2-3 années en arrière à trouver des contrats parce que, hélas, et là, je vais être très claire, les réseaux sociaux, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a vu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que des gens, des Instagrammeurs que j'appelle, influents, avaient par leur réseau leur réseau, avaient des contrats, ce qui peut aussi se comprendre pour les marques, hein, puisqu'il y a un public, voilà. Mais en faveur de certains athlètes de haut niveau, l'athlétisme n'est pas le plus dépourvu, mais il y a d'autres sports, des petits sports, j'en parle même pas. Donc moi, j'ai envie de dire non, moi c'était plutôt facile. Et en fait, j'ai fait marcher mon bon sens et puis j'ai beaucoup observé et j'étais un peu ma chef d'entreprise dans le sens où voilà, j'ai vite compris que j'avais pas le nom de Zinedine Zidane et qu'il fallait proposer des concepts pour voilà, pour que il y ait un retour. Et ça m'a aidé, j'ai pris de l'expérience, j'ai proposé d'autres choses et voilà. Et aujourd'hui, en fait, le Instagram me sert juste à communiquer sur ce que je fais. Par contre, je pense qu'au niveau de LinkedIn, j'ai été une des premières athlètes présentes et ça, par contre, c'est j'étais un peu en avance sur ça. C'est vrai que j'ai vu arriver LinkedIn, le réseau des professionnels, des sociétés, et là, c'est vrai que j'étais très active en lien avec mes activités. C'est peut-être un réseau un petit peu plus sérieux et moins récréatif
que peut l'être Instagram ou alors Facebook est en train peut-être de diminuer sérieusement, mais on a peut-être plus de crédit sur LinkedIn avec ce réseau de professionnels. Complètement. Et en plus, moi, j'écris beaucoup d'articles, donc je pouvais en fait, ce qu'il y a de bien avec LinkedIn, c'est que tu peux montrer ce que tu sais et ce que tu fais, à savoir mes activités avec des sociétés, des événements, des articles, la rédaction d'articles. Voilà, être au-delà du simple chrono et de la simple performance. Maintenant, on est des athlètes de haut niveau et notre objectif premier, c'est quand même d'être le meilleur possible et d'atteindre nos objectifs, à savoir de se qualifier sur les Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Sans ces Jeux Olympiques, sans ces championnats du monde, tu estimes que ta visibilité n'aurait peut-être pas été aussi importante? Il faut en passer par là, entre guillemets, pour finalement pouvoir aller chercher des titres forcément. et des... Pas forcément, parce qu'il y a des athlètes qui ont des titres, qui ont été plusieurs fois et qui ont parfois même des médailles et qui ne sont pas connus parce qu'ils ne sont pas médiatiques, ils ne sont pas médiatisés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi les valeurs ajoutées autour, il y a l'image, il y a la personnalité. Non, pas forcément, parce qu'il y a moi, j'ai connu des athlètes qui étaient de simples athlètes de niveau national et qui ont bien percé, qui ont bien vécu. Maintenant, on parle de notre niveau. Je pense qu'il faut être aussi intelligent, il faut être cultivé, ouvert. Et moi, c'est sûr que évidemment, quand tu vas au championnat du monde, qu'en plus tu réussis dans la continuité, en plus, c'est ça aussi, la continuité. Ça participe. Être une femme, il y a plein de choses. Après, je sais pas, il y a certains athlètes qui sont plus charismatiques que d'autres. Voilà, on peut pas. Aujourd'hui, clairement, c'est les réseaux sociaux. Si t'es pas bien dans le move, dans l'heure, le moment, enfin moi, c'est des trucs qui me gavent au possible. Et tu as géré tout toute seule? Tu disais avoir vu l'arrivée de managers. Est-ce que tu as toujours géré tes intérêts personnellement sans faire appel à une tierce personne? Hormis les 2 premières années pour l'équipementier, j'ai tout géré toute seule. Parce que j'ai vite vu qu'un intermédiaire pouvait en fait changer la donne dans le sens où on savait pas ce qu'attendait forcément une société et donc on pouvait pas savoir prévoir ou modéliser. Par contre, tout ce qui concerne évidemment nos participations, nos engagements, là je parle en championnat ou sur des compétitions de type Golden League, etc. On était quasi obligé d'avoir un manager et c'était bien plus pratique, il faut le dire, sur des primes d'engagement. Mais à la fin, j'en avais plus besoin. Un, j'étais connue. Deux, je connaissais tous les organisateurs et j'avais déjà en fait rendu tellement service sur à mener des courses, à faire de bonnes choses que j'avais pas trop de difficultés. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que je gagne plus de courses, donc ça me sert à rien. Mais voilà, non, il y a eu une partie où en fait j'avais j'ai toujours eu un agent en fait, on va dire pour les courses, etc. pour monnayer aussi. Voilà, on a des primes d'engagement. Mais concernant tout ce qui était partenariat, j'ai tout géré toute seule. Au niveau de ces courses, Sophie, 2007, donc 5e place au championnat du monde, ça te fait basculer dans une autre dimension. Est-ce que c'est le meilleur souvenir que tu as eu, c'est-à-dire pas l'anonymat, mais passer d'une coureuse qui était, on va dire, une régionale à ces championnats du monde et après avec tous les titres que tu as pu glaner, est-ce que c'est ce moment-là que tu retiens comme étant le plus fort de ta carrière ou est-ce qu'il y en a d'autres? Forcément, il y a plein de flashs qui me viennent, hein. Le premier flash, c'est vraiment, oui, les championnats du monde à Osaka, parce que, en fait, oui, comme tu dis, c'est une année parfaite. En fait, je bats mes records, je vise pas les championnats du monde, et en fait, je casse, en fait, je suis j'ai pas de limite, je me rends même pas compte, en fait, du niveau.
Et jour après jour, je me surprends. J'ai pas un coach qui forcément, il y a ça aussi qui me dit tu vas gagner, tu vas gagner. Donc j'essaie aussi de surprendre mon coach quelque part. Et j'arrive à Osaka, en fait, super chaud, où je voyais plein d'athlètes passer à côté de leur course. Il y a eu aussi plusieurs aspects, la présence. J'ai eu franchement un coaching vraiment extraordinaire sur place, et je pense que je vais m'en inspirer moi, parce que c'est ce qui a peut-être fait aussi la différence, hein, parce qu'il y a l'entraînement, mais il y a le coaching sur place en championnat. Donc c'est vrai que puis Osaka, je sais que je courais en même temps que un mec qui faisait du marteau, un athlète qui faisait du marteau japonais, donc il y avait un bruit extraordinaire. Donc oui, j'ai envie de te dire, Osaka, ça reste vraiment, voilà. En plus la course de folie avec les Russes, 3 Russes devant. Moi, je pars devant, je me pose même pas de questions et je fais 5e. Et encore que j'étais 4e. Après, il y a d'autres souvenirs. Il y a d'autres souvenirs. Il y a avec d'autres coachs en fait. Les championnats d'Europe, la course parfaite, où j'oublie le nombre de tours. Enfin, où il y a très peu de moments, en fait, on m'avait dit, bon, c'est une cadre technique qui est encore en activité. Elle m'a dit, il y a très peu de moments où on a un état de grâce. C'est-à-dire qu'on contrôle tout. On sait, on sait accélérer, le corps répond, le mental est là, il y a aucun aspect négatif qui peut venir te perturber. Et c'est vrai, elle a raison. Et il faut profiter de ces états de grâce pour vraiment exploiter son 100% de son potentiel le jour J. Alors, la course parfaite, oui, on l'a fait peut-être une fois dans sa vie, ce que tu disais. Hein. Ouais, on l'a fait pas beaucoup. Est-ce que tu le sentais, peut-être les jours qui précédaient, que ton état de forme n'était pas celui des autres années, où là, vraiment, tout ce que tu mettais en place fonctionnait bien, et tu t'es dit, c'est peut-être le moment? Tu veux dire pour Osaka? J'ai pas compris. Alors, pour Osaka, et puis ensuite à Belgrade, où tu décroches le titre de championne d'Europe. Ah, ouais, oui, ben, en fait, tu es dans ta bulle, enfin, tout va bien, pas un robot, mais je dirais pas un robot, mais tu te surprends, et oui, tu le sens, mais par contre, tu le sens, mais je sais aussi par expérience qu'il y a des moments où moi j'étais très forte en 2009, c'est l'année où j'ai rebattu mon record de France, et j'aurais pu aller encore au-delà, mais j'ai rien fait au championnat du monde. En finale, j'étais catastrophique à l'envers de moi-même, parce qu'il faut aussi mobiliser son potentiel au niveau psychologique. Et c'est hyper difficile, hein, parce qu'il y a plein de paramètres qui sont même en dehors de l'athlétisme qui peuvent venir. Donc oui, on le sent. Franchement, on le sent. Puis il y a des signes quand on est un peu, voilà, un peu comme moi. On va regarder le numéro de chambre. Là, j'étais 111 à Belgrade notamment. J'ai dit, putain, mais c'est pas possible. Par contre, ben voilà, dans une course, tout ne se déroule jamais comme tu le prévois. Il faut avoir plusieurs plans et pas se laisser faire. C'est-à-dire être capable tu peux, finalement, moi, je venais pour le titre, hein, premier tour, je suis 50e. J'ai dit, bon, voilà. Et puis, finalement, ça revient. Il faut jamais perdre courage, parce que, tu te dis que voilà, le travail est là. Tout a marché. Donc oui, on le sent. Mais notre paramètre, c'est l'aspect psychologique. Alors justement, Sophie, pour aborder ces grandes compétitions internationales, est-ce que la place du mental a une grande importance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure des compétitions et qui aujourd'hui est un facteur de performance pour les athlètes de haut niveau? Absolument. Je pense qu'on néglige beaucoup cet aspect, quoique aujourd'hui, c'est quand même dans l'air du temps au niveau de la préparation. Il y a beaucoup de préparateurs mentaux dans le domaine. C'est quelque chose, pour ma part, que j'ai découvert au fil du temps. En fait, des stratégies que j'ai mis en place, on va dire, un peu par moi-même. Je me souviens, au départ d'une course, je remets le contexte, c'est que nous, les stades d'athlétisme sont quand même grandioses, avec beaucoup de spectateurs, des médias, voilà, des choses qui peuvent être oppressantes. Et moi, avec l'enjeu de la compétition, en fait, sur la ligne de départ, je me recentrais et je me replaçais comme si j'étais au départ avec les copains à l'entraînement. Donc, je visualisais déjà le coach à vélo, le groupe d'entraînement, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé systématiquement après comme
voilà, comme une routine qui venait toute seule. Et puis un jour, il y a eu des limites parce que je faisais ça en fait de manière un peu pas très organisée. C'est moi voilà qui imaginais ces scénarios. Donc voilà. Et c'est avec David Hitt l'entraîneur après quand j'ai basculé du 3000 steeple au 5000 et 5000 cross. David Hitt, qui est un ancien international, pratiquait l'hypnose et il avait cette capacité à, à mobiliser les ressources très rapidement et on réalisait des séances d'hypnose même un petit peu en amont ou quand j'avais des petits soucis, de telle sorte que j'ai mes automatismes sur l'entraînement, sur l'échauffement, pardon, ou lors de la compétition. Donc ça, c'est des choses que tu travailles. C'est un entraînement comme l'entraînement physique. Tu viens travailler ton mental. Oui, en fait, voilà, c'était avec David Hitt. Bon, là, il est reparti pour des raisons professionnelles à l'étranger. Donc, c'est des choses que j'ai continué à faire. Je l'ai appelé par téléphone. Il y a eu des limites, le téléphone, mais j'étais quand même réceptive à sa voix. Donc, ça m'a permis de poursuivre ce travail. Et c'est quelque chose en plus qui m'intéresse beaucoup à titre personnel parce que je pense que c'est un outil pour moi pour la suite pour entraîner comme lui a fait. Tous les coachs ne sont pas doués de compétences en hypnose et je pense que c'est quand même un plus que d'être voilà, proche de son milieu entraîneur, de savoir les enjeux de la discipline et de pouvoir en fait optimiser ce temps sans que ce soit trop long, sans aller de basculer sur l'autre côté qui est l'analyse psychologique finalement de sa vie et on va peut-être trop loin parfois. Donc c'est des choses et des éléments qui m'ont toujours intéressé pour me former à moi à titre perso. Voilà. Alors, tu le disais tout à l'heure sur peut-être des superstitions, sur le numéro de la chambre, sur peut-être des chaussures que tu affectionnes et qui sont celles qui t'ont fait gagner des titres. Est-ce que ça fait partie du quotidien des sportifs? On se raccroche à ça pour peut-être se rassurer. À l'image, j'ai en tête là les mimiques de Raphaël Nadal avant de servir. Oui. Est-ce que tu as ce genre de choses quand une compétition approche? Je l'ai eu. Je l'ai eu. Après, c'est pas tous les sportifs. Je pense que c'est quand même aussi en lien avec la personnalité. Moi, par exemple, je passe pas sous une échelle ou il y a des choses comme ça. Je saurais même pas l'expliquer. Par contre, je garde pas mes chaussures. Je fais pas ce type de choses. Mais oui, le numéro de la chambre, c'est sûr qu'à un moment donné où tu veux gagner, tu as 111. Bon, Après, dans la lecture des dossards, voilà, donc je vais pas non plus. On a l'habitude de voir, j'ai le numéro 1, numéro 2, numéro 3, j'ai gagné. Non, non, là, je suis quand même très scientifique, enfin, pas scientifique, mais pragmatique Cartésienne, ouais. cartésienne, pardon. Et j'ai ces j'ai ces petites choses, mais pas de manière excessive. Alors, si on aborde justement ces routines, ces rituels, dans tes entraînements, est-ce que tu es quelqu'un qui est très routinière ou est-ce qu'il faut que ça bouge et que ça change assez régulièrement pour lutter contre l'ennui? Voilà, moi, c'est typiquement ça, c'est lutter contre l'ennui, c'est-à-dire que je ne fais pas les choses à demi-mesure et je les fais avec passion. Et dès lors que ça m'embête, je fais certaines choses, mais ça va pas bien loin. Je m'entends, dans mon entraînement, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que je suis une athlète assez complète. Et pour moi, il y a l'entraînement et l'entraînement invisible. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui sont de l'ordre du sommeil, de la nutrition, etc. J'en passe, de la récupération. Mais dans un entraînement, ouais, ça doit bouger. Moi, j'ai été longtemps appelée la bourrine au footing ou des choses comme ça. Ouais, j'aimais me cartonner à l'entraînement, c'est sûr, mais avec quand même un regard pour durer, pour performer, pour être dans le sérieux, pour être là au meilleur moment, dans la gestion d'une carrière, dans la gestion d'une année. Donc c'est quand même l'intelligence aussi de savoir que voilà, il faut entretenir sa machine, son corps, en prendre soin. Et ça, j'ai toujours tenu à ça.
en prendre soin, c'est des exercices réguliers pour que notre monture nous mène le plus vite et le plus longtemps possible. Donc beaucoup de renforcement musculaire qui ont fait partie de mes bases d'entraîneur. Je n'ai pas parlé de Roger Villot, mais il en fait partie. Ce sont des entraîneurs qui sont assez portés sur la préparation physique, impulsés par les Polonais et puis à l'époque. Après, voilà, et tous les types de séances que font tous les athlètes, évidemment, puisqu'on fait tous pareil, en fait, typiquement. Sauf que c'est le côté invisible, c'est tout ce qui est sommeil, tout ce qui est récupération, tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est récupération kiné. Là, on en vient de parler de la partie mentale et évidemment la nutrition, puisqu'on est ce qu'on mange. Alors ça, tu accordes une grande part à ton alimentation. Tu t'es formé et aussi avec l'expérience du haut niveau, c'est quelque chose que tu as intégré. Il y a quoi dans l'assiette de Sophie au quotidien? Alors, de base, moi, je suis gourmande, je suis de l'Aveyron, donc voilà, nous, typiquement, nos plats, c'est aligot saucisse, ok? C'est ce qui fait Donc, avancer alors. Alors, ce qui fait avancer, c'est de manger le moins transformé et les produits de la terre. Moi, j'ai eu la grande chance d'avoir des parents qui avaient un jardin, avec un grand-père qui avait un jardin. Donc, j'ai toujours mangé des légumes avec des légumes de saison, des fruits de saison issus du jardin, voilà, des œufs, du poulet. Donc, j'ai envie de dire, dans l'assiette de Sophie, il y a des choses qui sont non transformées, que je cuisine. Hélas, on n'a pas les mêmes qualités de produits aujourd'hui, donc et même bio, etc. On ne les retrouve pas. Mais j'ai envie je conseille de manger ce que mangeaient nos grands-parents, nos parents, à savoir le moins, voilà, les produits de la terre. Maintenant, la nutrition, je me suis formée sur le tas, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu. Je viens de STAPS, donc on a eu des cours de nutrition de base, mais je me suis beaucoup, renseignée. J'ai fait des recherches, etc. Et j'ai même été jusqu'à faire 2 DU spécialisés dans la nutrition sportive en médecine, en faculté de médecine à Toulouse, et en 2016 et récemment en 2021. Voilà, sur les techniques de récupération plus la nutrition. Donc, c'est des choses qui me sont chères pour moi, parce qu'il y a le bien manger, le bien vieillir, mais aussi, voilà, pour les autres et les générations à venir. Tu disais là, le sommeil est une chose importante. Une nuit de sommeil de récupération quand on est athlète de haut niveau, ça représente combien? Autant qu'un bébé, on est sur 12 heures de sommeil ou est-ce que c'est trop là? Il n'y a pas de vérité. C'est ce qu'on a appris sur le sommeil. Moi, je suis pas un exemplaire parce que je suis quelqu'un qui dort peu. Et je pense d'ailleurs que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le sommeil. Je suis du matin. Alors, si je traîne le soir, je peux dormir très peu. Mais par contre, le sommeil, la sieste est obligatoire. À 14 heures, ne me demandez pas une réunion. J'ai pris ces habitudes. Et depuis jeune. Et je crois que c'est un excellent moyen de récupération. Et le sommeil, c'est la récupération numéro 1. Idéalement, c'est 8 heures de sommeil et une sieste. Voilà. Qui dépasse pas les 45 minutes. Ça, c'est le côté idéal. Aujourd'hui, le problème, c'est que on a les écrans, on a les téléphones. Et notre sommeil est perturbé. C'est-à-dire qu'on s'endort plus tard, mais en plus, on a un sommeil perturbé. On se réveille. Et c'est les écrans. Et ça, typiquement, j'y coupe pas, j'en fais partie. La qualité de sommeil est moindre. Est-ce que ce manque de sommeil a pu occasionner chez toi des blessures? Est-ce que tu as été confronté à la blessure? Et comment tu as réussi à surmonter cet événement qui n'est pas forcément positif pour en tirer derrière peut-être des leçons? Alors, moi, je ne sais pas si personnellement, c'est le sommeil qui m'a manqué, enfin, qui a été la cause de certaines blessures. Je pense que c'était plutôt l'hydratation que j'ai toujours négligée et ça m'a porté préjudice un peu sur le tard. Par contre, je suis une athlète qui s'est très peu blessée aussi. Les blessures que j'ai eues, c'est des blessures d'origine domestique. Donc, voilà. Et puis, au début, bien sûr, les blessures du débutant runner,
avec les fissures, les fractures de fatigue, parce que voilà, les au deuxième, troisième étage, voilà, il y a des usures. J'ai très peu été blessée, à part avec voilà des tendinites. Et là, je pense que c'est plutôt une faiblesse d'une zone postérieure et l'hydratation cumulée. De toute façon, c'est multifactoriel. Donc, moi, j'ai envie de dire que le sommeil peut être source de blessure, hein, vraiment, mais c'est toujours multifactoriel. La blessure ne vient pas par hasard. Tu le disais, hein, ce côté, on va dire, de la musculation pour, entre guillemets, durer et pouvoir toujours solliciter encore plus son corps, ça fait partie des choses que tu mets en avant. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui refusent d'entrer dans une salle de musculation pensant que ça va les faire gonfler et que ça va les alourdir et donc les ralentir en course à pied? Alors, j'ai parlé de renforcement musculaire ou de condition physique. La musculation est un élément, mais il y a le renforcement naturel. Moi, je pars du principe qu'il y a des gestes qui sont impondérables pour la course à pied et que ces gestes, on peut les faire si on n'a pas envie ou on n'a pas la chance d'avoir une salle de musculation à disposition. Mais si là, on parle de haut niveau, on a la chance d'avoir une salle de musculation à haut niveau. Mais pour les runners, néanmoins, il y a le travail de PPG ou de renforcement naturel à base voilà, des montées d'escalier, des montées de marche, des exercices de fente qui peuvent se faire sans matériel. Et pour ceux qui ont peur de prendre du muscle, c'est une idée reçue. Et j'insiste beaucoup parce qu'en fait, aujourd'hui, même dans le milieu de l'entreprise, il y a des gens qui nous demandent des conseils. Et en fait, tout dépend de la quantité, tout dépend de aussi ce qu'on mange, évidemment. Et plus la personne a du muscle, plus elle grille. Donc en définitive, c'est un peu des idées reçues. Bien sûr, la gonflette fait grossir, mais à condition d'en faire combien. Voilà. Donc tout est question d'équilibre là-dedans. Justement, par rapport à ça, l'équilibre, on voit sur certaines compétitions des jeunes femmes qui sont de plus en plus maigres. C'est même plus fine, c'est être maigre. Est-ce qu'il y a, on va dire, dans la course à pied et dans son pendant féminin, une course justement au poids, c'est-à-dire à être la plus légère possible, avec le risque de tomber dans des pathologies type anorexie? Est-ce que tu en as rencontré, toi? Est-ce que tu peux mettre en garde les jeunes filles qui viendraient à pratiquer ce sport pour ne pas qu'elles tombent dans ces difficultés? Alors, la question est difficile parce que c'est un sujet quand même qui est grave. J'en ai parlé hier soir. Tout simplement parce que, en effet, beaucoup de jeunes femmes pensent que la maigreur rime avec performance. Or, c'est faux. On a, à un moment donné dans nos âges, on a voulu et souhaité maigrir. La pathologie, ça devient pathologique dès lors où, en fait, on n'est plus dans le contrôle et ça va devenir un combat de tous les jours. Là, c'est très dangereux. La pratique est au service du poids et non le poids au service de la pratique. On a inversé les choses. L'anorexie est une pathologie d'ordre mental. Donc là, je ne vais pas aller sur ce sujet-là puisque ce sont de l'ordre de psychologues. Maintenant, oui, je ne cache pas qu'il y a beaucoup d'athlètes anorexiques qui performent, mais qui performent sur une compétition, sur une année, mais même pas. Après, quand on parle d'athlètes maigres, j'ai envie de dire minces, parce qu'elles ont une masse musculaire derrière. Moi, j'étais à la chasse du poids, mais à la chasse du poids, on va dire de la force utile. En fait, je voulais être avec le meilleur rendement, la meilleure foulée possible, et être trop maigre veut dire aussi perdre de la masse musculaire et donc avoir un moins bon rendement. Donc, en définitive, sur des périodes où on fait très attention à son poids, surtout quand c'est notre objectif, c'est vraiment d'être haut. Mais au-delà, en fait, on va entacher la performance, mais on va surtout attaquer sa santé. Donc, le problème est que c'est un peu tabou, beaucoup tabou,
et qu'on est surtout sur l'imitation de certains modèles. Et là, beaucoup d'Instagrammeuses font du mal sur cette maladie parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte des valeurs qu'ils font passer. À titre informatif, Sophie, quand tu étais donc vraiment en préparation d'un gros objectif, le taux de masse grasse, il était combien? Est-ce que vous l'évaluez ou est-ce que c'est pas un indicateur qui était très significatif? Alors, à l'époque, en fait, on n'avait pas ça, on n'avait pas ces ustensiles. Par contre, moi, je viens de le dire encore ce matin à quelqu'un qui souhaite un peu maigrir. Moi, j'ai ma pince, c'est ma main. Je vois, je me touche le ventre et je vois si si j'ai la masse grasse qui voilà, je le sens. On le voit, on se touche. Hein. Pour une femme, en fait, il faut respecter des valeurs de telle sorte voilà que le cycle se passe. Voilà, il y a plein de choses. Après, il y a plein de vérités. Il y a des athlètes féminines qui ont un taux de testostérone qui font qu'elles ont moins de masse grasse et plus de masse musculaire. Hein. Et vice versa. Il y a des athlètes qui ont tendance à prendre plus de poids parce que il y a des difficultés hormonales. Non, nous, on avait voilà une régularité dans la prise de masse grasse, mais ce pourcentage est révélateur de rien du tout parce que finalement, voilà, c'est un équilibre. Je peux pas dire évidemment que le message n'est pas non plus de dire ne faites pas attention à votre poids. Non, c'était voilà, mangez bien, récupérez bien ce qu'il faut après les séances. Faites-vous plaisir aussi. Ça, c'est une erreur que moi j'ai pas. C'est une erreur que j'ai faite à un moment donné, et ça génère de la frustration. Et post-saison, voilà, on se rattrape. Mais non, c'est dans le juste équilibre du poids et de la performance. Et pour performer, comme tu performes depuis de très nombreuses années, comment tu fais pour ne pas avoir de baisse de motivation? Ça arrive quand même? J'en ai. Non, Tu en as? j'en ai. Voilà, tu n'es pas un robot. Il y a des jours, Ah ouais, non, il y a des jours, il y a des jours et des mois, je me rappelle un article, je dis, je fais un burn-out de la course à pied. À un moment donné, je crois que j'ai fait 3 steeps en une semaine. J'avais fait une saison de fou. Je voulais plus entendre parler de steep, de compétition, etc. C'est des années. Alors, j'ai beaucoup couru à un moment donné en cross parce que j'avais enchaîné, j'avais le titre, donc j'avais répondu présente parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui répond présente et fait les choses à fond. Et puis physiquement aussi, voilà, j'ai aussi mes retours de médaille au niveau. Alors si je me blesse pas, aussi j'ai des coups de mou au niveau de l'énergie. J'étais KO, j'ai eu des mois de KO, les allergies ne font qu'aggraver ça en plus. Donc après, j'ai la chance d'être ouverte aux autres activités. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui me permet aujourd'hui de prendre toujours du plaisir. C'est qu'à un moment donné, voilà, j'ai cassé certaines choses que je faisais avant et que je ne fais plus. Et par exemple, les sorties longues, parfois, je les fais sur les périodes. Et hors période visée, je vais faire du vélo. Et j'ai aussi pas mal nagé en guise de récupération pour voir autre chose. Et ça m'aide aujourd'hui. Et ça limite peut-être les blessures. Une sortie portée sur le vélo, ça te permet d'aller plus loin finalement et de découvrir d'autres paysages et de casser encore une fois cette routine. Tu n'aimes pas la routine. Voilà. On pourra pas donner la semaine type de Sophie. Ça n'existe pas. Si, parce que il y a quand même un cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre dès lors que je me fixe un cadre et dès lors que je me fixe des compétitions. Aujourd'hui, évidemment, je suis en fin de carrière et je fais qui me fait plaisir. Évidemment, je peux plus me donner de strict cadre comme je le faisais avant. Bien qu'encore, j'arrive à me mettre je suis pas quelqu'un qui aime faire du long pour du long. Je suis quand même quelqu'un qui a besoin que ça bouge, explosive. Mais oui, j'ai des semaines type, j'ai des semaines routinières, mais je ne les reproduis pas de manière systématique. Une semaine type, ça représente entre guillemets, si tu devais l'évaluer, combien de kilomètres en objectif et peut-être hors objectif pour que les auditeurs se rendent compte? Alors là, je casse les codes, pareil. Instagram a fait beaucoup de mal en pointant du doigt certains athlètes qui faisaient
des bornes et des bornes, des sorties longues, des machins. Et avant, on ne savait pas trop ce que faisait en fait le copain, le concurrent, etc. Je parle de l'époque de Chevalier. On va comparer l'époque de Chevalier, qui en faisait peut-être 300, hein, mais on ne sait pas. Avec des périodes du marathonnier qui s'entraîne au Kenya, j'ai perdu son nom, c'est super. Le Suisse Vanders. Julien Vanders, ouais. Voilà, où on a insisté sur ces longues sorties, sur ces enchaînements. Je me suis perdue sur ce que je voulais dire. Donc, tout va bien. Donc, tu cassais les codes sur ta semaine. Elle n'était pas comme oui, les autres. Alors, ce n'est pas que kilomètres. Pour moi, ce n'est pas forcément du kilométrage. C'est évidemment 2 fois par jour, tous les jours sauf le dimanche après-midi. C'est 3 séances qualitatives dans les secteurs visés, dans les secteurs spécifiques. C'est de la condition physique visée à un objectif 2 fois par semaine, puis de la condition physique, on va dire, de confort, j'ai envie de dire, tout ce qui est gainage, travail du haut, quasi tous les jours. Et le dimanche, la sortie longue. Alors, j'essaie d'être généraliste parce que j'essaie d'avoir une vision de ce que je faisais sur la période du 3000 steeple avec la période où je faisais plus du 5000, 10 000. Mais globalement, on est sur ces rythmes-là du bi-quotidien. Et ensuite, en kilométrage, juste pour l'idée, parce qu'on n'avait pas trop le GPS à l'époque, on faisait avec les carnets, je me rappelle, avec Johan Koal. Moi, j'ai déjà fait 180 km, ce qui est beaucoup trop. Je n'ai jamais performé. Je sais que je performais entre 110 et 130. Voilà, c'était ma zone. Par contre, il y avait de l'intensité dedans. Donc, c'était très qualitatif. Voilà. Et c'est peut-être les distances sur lesquelles tu étais, on va dire, à l'aise, qui ont finalement créé ces routines d'entraînement. Qu'est-ce que tu retrouves finalement sur le cross et sur ces courses sur piste telles que le 3000 steeple et le 5000? Il y a des similitudes ou c'est vraiment 2 mondes complètement opposés? Non, il y a des grosses similitudes. Les relances, l'aspect relance. Moi, je cours vraiment de manière irrégulière. C'est-à-dire que d'ailleurs, les camarades d'entraînement et mon copain se plaignent sans arrêt puisque en fait, je suis quand même quelqu'un qui est capable de faire j'ai besoin de ça. En fait, il y a des profils de coureurs et je sais que une scientifique avait analysé. Il y a des gens irréguliers. Et on retrouve ça sur le cross, on retrouve ça sur le 5000, on retrouve ça sur le steeple, où il y a les barrières. Donc, il y a des similitudes, même en temps de soutien, en intensité. Donc, on se rejoint. Franchement, un bon crossman est un bon coureur de 5000, un bon coureur de 5000 est un bon coureur sur cross, et un bon steepler est un très bon crossman et un très bon coureur de 5000. La référence, c'est quand même Bob Tari en demi-fond. Tu as déjà fait un saut dans la piscine sur une course en passant, qui ne le fait pas. La vraie steepleuse est tombée dans la rivière. Moi, vous me faites peur en sautant par-dessus. Enfin, je suis pas très à l'aise avec les sauts, pas très souple. Et quand je vous vois franchir ces barrières de steeple, j'ai toujours peur que quelqu'un tombe et j'ai mal pour lui. Et je voulais te demander si ça t'était arrivé justement. Bien sûr. Un vrai steepler, c'est bien sûr plonger dans le bain, soit par une faute technique, soit à cause d'un adversaire ou s'est pris une barrière avec un retour de jambe sur la fatigue, pareil, de la mauvaise anticipation. C'est des choses qui arrivent très régulièrement et pour ma part, je l'ai vécu. Et sur ces courses qui sont quand même très, très rapides, moi, quand je fais un 5000, à la fin de la course, j'ai plus de poumons, les jambes, elles sont complètement gorgées donc de fatigue. Comment tu arrives à trouver l'énergie d'avoir un finish et d'aller vraiment te dépasser sur ces courses? Quel conseil tu pourrais me donner pour bien finir finalement et pas tout donner dès le début? C'est de la gestion, donc en fait c'est de l'entraînement, c'est apprendre à gérer, faire en sorte qu'en fait on apprend à se connaître, à ses allures, ses limites. On flirte toujours avec ses limites, mais on sait que aller au-delà c'est du suicide. Donc en fait le conseil numéro 1 c'est apprendre à se connaître, apprendre à attaquer un footing à des allures et le finir aux mêmes allures. C'est apprendre à faire une séance sur des 200 et attaquer sur une allure et finir à ces allures, voire un peu plus vite. Donc c'est vraiment l'apprentissage.
j'ai envie de dire, arrête avec ton cardio et apprends à courir en essayant d'apprendre de toi-même, gestion, rythme, respiration. Donc, il y a plein d'éléments et puis on se connaît par cœur. Donc, voilà. Après, arriver à finir vite, un finish, il y a aussi l'aspect vitesse à travailler, il y a l'aspect technique pour changer le rythme de course, amplitude de fréquence. Il y a il y a des gens qui sont psychologiquement très, très durs au mal. Il y en a pas beaucoup, il y en a. Voilà, donc il y a plein d'aspects. Mais la première, pour un débutant, pour toi, par exemple, ça serait apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître ses allures de course. Et nous, l'entraînement, c'est que ça. C'est apprendre à connaître ses allures de course et à les repousser. Sans être forcément avec la montre, tout le temps les yeux rivés sur la montre. On connaît. Tu sais à ta foulée. De manière instinctive, à la foulée, rythme foulée. Après, c'est vrai qu'en compétition, le plus dur, c'est en fait se laisser. Il faut y aller quand on n'a pas, quand on est dans un championnat, quand on est dans une course, il faut au chrono. On essaie d'être aspiré au maximum, rythme foulé par le peloton, la personne de devant. Et des fois, on se surprend. Et d'ailleurs, des fois, c'est bien. Sur les grands jours, c'est très bien. Sur des mauvais jours, on peut mal finir. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Ça dépend aussi de la gestion de la course en fonction du climat, etc. Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Mais en gros, moi, je me rappelle du 5000 que j'ai fait au Stade de France, Saint-Denis. Il y avait que des Éthiopiennes, il y avait trois Américaines. Mais là, j'avais pas le choix que sur les Américaines. Je suis partie en 2,57. Et cette année-là, je sais que j'avais un entraînement à la visite, c'est-à-dire on était plutôt basé sur des récupérations très rapides et donc pas des rythmes forcément très élevés en course. Et j'ai très bien absorbé ce 2,57 au départ. Donc, et j'ai fait un super chrono à la fin. Voilà, apprendre à se connaître. Est-ce qu'il y a du bluff sur ces courses-là? C'est-à-dire que tu décroches un peu en faisant mine que les jambes sont pas là et après, hop, tu relances assez rapidement. Est-ce que ça marche comme ça dans les pelotons ou est-ce que dès le départ, tu sais que tu vas être dans un bon jour et que ça va plutôt bien se passer? Si c'est une course à chrono, il n'y a pas de bluff, c'est le chrono. Donc là, on est tous à l'agonie où il y a le lièvre. Il n'y a vraiment pas de ce scénario-là. Moi, je sais que par exemple, au Trois Mystiques, sur des Coupes d'Europe, des courses un peu tactiques, je me le fais parfois, oui, parce qu'en fait, j'étais reconnue comme la fille qui partait, qui lançait le peloton, tout le monde qui du coup comme je lançais le peloton, parfois je partais un peu vite et je me laissais avoir et je pense que c'était finalement pas finalement que le finish au niveau de ma capacité d'accélération ou de changer de rythme, c'était vraiment que psychologique parce que je voyais les gens me doubler. Donc du coup, hop, l'aspect. Mais le fait, on peut le faire, mais il faut être quand même au-dessus des personnes avec qui on court. Donc, j'ai envie de dire, moi, je l'ai fait, mais c'était des périodes où voilà, je dominais ma discipline. Après, c'est pas du bluff, c'est finalement de la gestion d'allure. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est pas régulière. Donc, en cross, par exemple, je peux apprendre à hop relâcher pour repartir en fait. Donc là, c'est plus de la gestion personnelle. C'est plus simple d'être devant ou d'aller chasser la personne qui est en tête? Comment tu le vis quand tu es qui a l'habitude justement de ces têtes de course? Grande question. Je connais pas la réponse, mais ça dépend le contexte. Moi, il y a eu des périodes où j'aimais être devant et voilà, mais idéalement, c'est d'être juste derrière et en position du chasseur, de prendre l'énergie du chassé pour le dépasser. Maintenant, la stratégie est moins importante que le haut vélo parce qu'il n'y a pas l'aspect aspiration comme au vélo. Mais ça dépend vraiment de la course. Et voilà, c'est une grande interrogation chez moi. J'ai beaucoup été aux avant-postes et parfois j'y ai laissé vraiment des plumes, mais je me suis éclatée. Le plaisir avant tout. On reste sur cette notion de course, le dépassement de soi. Tu lâcheras rien jusqu'à ce que la ligne d'arrivée soit franchie. Oui, bon après des fois j'ai eu aussi abandonné, mais oui c'est ça que j'en retiens dans ma carrière. Oui, c'était jamais lâcher, parfois j'arrivais pas forcément au mieux parce que j'avais eu un dernier mois très compliqué.
j'y allais. C'est à l'image de cette année. Hein, j'ai eu un Covid. J'étais pas bien. Et des allergies très tôt et je savais même pas que c'était des allergies. Je pensais à un Covid long. Mon club avait besoin de moi pour les championnats de France qui avaient eu lieu très rapidement après le premier, parce qu'il y avait eu 2 championnats de France du coup regroupés. Et j'ai dit, mais je vais pas pouvoir courir, c'est pas possible. Et en fait, j'ai fait avec les moyens du bord et je suis allée jusqu'au bout, en fait. Mais j'étais pas à la place, voilà, habituelle, mais j'ai rien lâché parce que voilà, il y avait un enjeu d'équipe. Ouais, c'est un peu ça a toujours été un peu mon côté, quoi, de rien lâcher. Et je suis comme ça dans la vie, hein. Oui, on le sent. Il y a cette détermination et ça, c'est quelque chose qui est en toi. Concernant tes lieux d'entraînement, Sophie, je vois beaucoup de posts en direct de Font-Romeu. C'est une volonté pour toi d'avoir cette structure, on va dire, vraiment professionnelle pour t'accompagner, ou c'est parce que c'est pas très loin de ton domicile? Non, c'est la découverte de ce lieu quand j'ai commencé l'athlétisme, à performer en athlétisme avec le club d'Albi où on venait en stage ici. Et j'ai vraiment adoré. Ça me rappelait un peu l'Aveyron sur le plateau de la Calme et le plateau de l'Aubrac. Il y avait une similitude. Et en fait, en définitive, j'y ai fait ma maison psychologique. C'est-à-dire que j'allais pas voir forcément ma famille dans l'Aveyron parce que je me suis beaucoup coupée voilà, j'étais un peu en mode reclus. Et je me suis créé mon monde ici. Et puis j'ai connu petit à petit des personnes, j'ai tissé lien avec des personnes et en fait j'y ai préparé toujours mes plus belles performances. C'est-à-dire que Osaka, préparation à la chaleur, j'étais en altitude et ça m'a réussi. Championnat d'Europe, j'ai pas voulu suivre un stage qui avait lieu à l'époque à Ifrane, je me souviens très bien. J'ai désobéi, je suis restée à Font-Romeu, j'ai eu mon titre. Voilà, franchement j'ai été blessée, je me suis refait la cerise ici. J'ai de très très bons souvenirs ici. Donc et j'ai acheté un appartement. Donc définitivement, voilà, je suis 4 mois ici et le reste en bas. Et tu y trouves donc toutes les personnes pour t'accompagner, que ce soit les salles de sport, les masseurs, les kinés, ils sont aux petits soins pour toi sur cet espace-là. Disons que je me suis créé un réseau un peu comme à Toulouse, un réseau dans le sens où voilà, avant j'appartenais au crêpes de Toulouse, là ça a fait sens d'avoir une convention avec le crêpes de Font-Romeu. Que je vienne quand même depuis 2005, 2004. Donc voilà, j'ai des kinés. Alors c'est pas forcément mon staff, mais je fais appel à ces personnes ressources qui sont pour moi les très experts. Je retrouve des gens simples aussi dans l'entraînement, des groupes qui ne font peut-être pas forcément tous du haut niveau, mais qui sont passionnés. Et parfois, ça me suffit. D'ailleurs, c'est dans une ambiance, voilà. Et puis un cadre, une diversité au niveau des parcours. Et puis l'air d'altitude qui est vraiment changeant par rapport à l'air de Toulouse. Et je n'en parle même pas par rapport aux allergies. Alors sur Font-Romeu, quelle serait ta séance favorite et celle, si tu pouvais la mettre au placard et ne jamais la faire, ce serait laquelle? Moi, ma séance favorite à Font-Romeu, ça serait une séance au parcours de Maatmalan sur la boucle de 1 kilomètre et une séance type cross, j'ai envie de dire 8 fois 2 minutes à bloc récup 1. Ça, c'est en pointe de cross, je précise. Et ma séance qui me ferait vraiment suer à faire, ça serait 4 fois 2000 sur la piste. Voilà. Donc, l'envie d'aller dans un paysage, dans un environnement plutôt naturel, plutôt que de tourner sur la piste. Donc, ma question suivante. Attention, je suis pistarde. T'es pistarde. J'adore la piste. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est un bonheur de pouvoir encore courir avec des sensations que j'ai. Voilà. Donc, entre les titres en cross et les compétitions internationales sur la piste, difficile de choisir. Ah oui, de toute façon, ça a été des années un peu, des fois, justement, trop riches. Et du coup, l'année d'après, il n'y avait plus personne sur une demi-saison. Donc, non, moi, j'aime vraiment tout. Et par contre, dès que je sens que, voilà, il y a des choses qui... j'ai cette capacité à
à switcher. Le 10 000, j'en ai fait pour voir où sont mes limites, mais j'aime pas forcément cette distance sur la piste. Parce que c'est dur. Voilà, le 5 000, je me suis éclatée. Le steep, je me suis éclatée. Je pense que le 1500, j'en aurais fait plus, je me serais encore plus éclatée. Voilà, il y a le cross, j'adore, parce qu'il y a l'aspect plutôt compète guerrier. Voilà, donc après, voilà, je suis assez, voilà, et je ne performe pas quand je n'aime pas. Le marathon, je C'est ce n'aime que pas. j'allais te dire, des distances un petit peu plus longues, du bitume. Non, ça, c'est pas forcément quelque chose Ben, qui j'aime pas, t'attire. voilà. Moi, quand je mets mes pieds dans les pointes, je me sens bien. De suite, j'ai des sensations. Aujourd'hui, voilà, ouais, le carbone, c'est ok. Bon, moi, j'ai pas forcément le même niveau qu'avant, mais j'ai jamais été bien sur la route, alors que j'ai fait des trucs super. Hein. J'ai fait championnat du monde sur semi, j'ai fait des beaux chronos sur 10 km, mais je me sens pas bien. J'ai pas de. Et comme mon coach de David international, hein, il avait la même sensation que moi. Il adorait le cross, la piste, mais par contre la route. Voilà. Et puis le marathon, c'est pas une question d'entraînement parce que j'ai fait une prépa marathon, hein, une vraie prépa marathon, du long que j'ai amené, parce que mes sorties longues sont quand même très longues, avaient été très longues, mais je n'aime pas ça. C'est la force tranquille qu'il faut être, et moi, je ne suis pas une force tranquille. Bon, bah, ça nous fait un point commun, toi. Moi, je suis pas prêt à monter sur marathon. Donc, au moins, je peux dire avec Sophie, on a 2 points communs, l'année de naissance et le fait de ne pas forcément aller et de monter sur marathon. Et si tu aimes le vin, on a 3 points communs. Ah, je suis un amateur. Après, peut-être pas aussi éclairé que toi, mais bah, écoute, au plaisir de partager un verre ensemble. Quand tu fais le bilan finalement et que tu regardes un petit peu dans le rétro, qu'est-ce que tu retiendrais de ta carrière et qu'est-ce que tu dirais peut-être à la petite Sophie, jeune coureuse qui commence à performer dans son Aveyron pour bah, s'offrir une belle carrière? Quel serait ton conseil si tu devais refaire et rembobiner un petit peu la cassette? Bah, en fait, de rester soi-même. En fait, c'est le conseil que je me redonnerai parce que j'ai suivi ce conseil. Donc, en fait, j'ai pas de regrets. C'est ça, en fait. J'ai pas de regrets. Et, le seul conseil, ouais, non, de pas écouter non, ouais, le seul conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter les autres, de s'écouter soi-même. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à plutôt m'écouter moi-même, voilà, et avoir confiance en soi. Chose que j'ai eue. Est-ce que tu penses que ta carrière, à un moment donné, t'a contrainte à faire des sacrifices? Je ne jugeais pas ça comme sacrifice. D'ailleurs, le mot me fait bizarre dans la bouche de certains athlètes aujourd'hui, parce que ça fait partie du métier. Si c'est un sacrifice, c'est un mode de vie voilà, de pas faire de soirée. C'est un exemple. Par exemple, moi, je faisais pas de soirée, évidemment. Et c'est vu comme des sacrifices pour certains. C'est un mode de vie pour d'autres. Moi, aujourd'hui, par contre, un sacrifice de pas faire de soirée parce que je ne suis plus dans cette optique. Oui, tu vois, c'est un point de vue. Donc, pour moi, je n'ai pas fait de sacrifice. J'ai vécu mon mode de vie à 100%. Et ce mode de vie, tu tends à le transmettre, hein, tu es dans ce côté partage et la transmission avec un concept, je vais te laisser en parler, ça s'appelle Running Experience. Ça vient justement de toute cette expérience du haut niveau que tu as et qui aujourd'hui t'amène à le partager, à le diffuser autour de toi. Ouais, alors en fait, c'est ça, c'est un petit peu. Ça fait quand même longtemps que j'avais ça en tête, hein, à savoir, alors il y a différentes composantes, mais par exemple sur Font-Romeu, des fois, je vais sur des terrains très, très éloignés et avec une ambiance magique. Et ça, je peux pas le filmer parce que je suis pas quelqu'un qui a un téléphone, etc. Et je peux pas mon objectif, c'était de pouvoir le faire vivre aux autres, de l'amener. Donc, je me suis toujours dit, ça, il faudra qu'un jour, voilà, les gens vivent cette émotion de pouvoir courir dans une atmosphère, plateau de la Calme, voir des biches, c'est quand même exceptionnel, franchement. Ça peut être aussi l'aspect nutrition, avec la découverte, voilà, des points culinaires, mais là, on s'éloigne. C'est aussi pouvoir vivre des compétitions en tant que de l'intérieur. Ça a été ça aussi à un moment donné, mon idée. Donc voilà, tout ça a maturé en moi. Et en plus, avec le côté bien vieillir, bien vivre, qui a fait partie de ma vie, en fait, sur la façon de vivre, de dormir et de s'alimenter.
Et ça m'a évité des blessures. Et aujourd'hui, le mot quotidien, c'est voilà, il y a beaucoup de problèmes d'obésité, beaucoup de problèmes de tendinite, beaucoup de problèmes, etc. Et je pense que si on prenait mieux soin de soi, on peut vraiment mieux vieillir. Et donc, tout cet aspect a fait que j'ai créé un concept au départ de running experience dédié aux particuliers. Donc, les prendre en immersion, en stage sur un week-end et les amener sur des lieux accessibles, avec des séances accessibles à leur niveau. Mais surtout, ça a été aussi tout au long de ma carrière, de mon cursus, d'apporter le running dans l'entreprise dans le but de fédérer les équipes ou de travailler l'expérience client, à savoir beaucoup de clients font du marathon et n'ont pas la chance d'avoir un coach ou n'ont pas le temps et on leur apporte. Et ça a été vraiment mon bébé, on va dire, mon savoir-faire d'organiser des événements pour les sociétés, pour mettre en valeur le partenariat et avoir ma touche personnelle. Et donc, j'ai créé Running Experience aussi dans ce cadre-là, qui englobe une offre pour les entreprises et une offre pour les particuliers. Voilà. Donc là, tu prépares ta reconversion. Enfin, tu es dedans, mais tu le disais, être plutôt en fin de carrière. Donc, il y a cet objectif. Ouais, alors oui et non, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je fais ces activités. Je les ai plus, on va dire, fignolées et réalisées. Enfin, il y a très peu de temps. Maintenant, ça ne peut pas être que ça, parce que je suis tactique et il y a aussi cette envie de transmettre dans le monde de l'entreprise, de travailler tout ce qui est événementiel. Mais il y a aussi cet aspect aussi de transmettre tout ce que j'ai appris dans le milieu du haut niveau et d'un accompagnement du haut niveau. Et c'est dans ce cadre qu'en fait, je vais passer cette année le DES, diplôme d'état supérieur à l'INSEP, et dans le but clair d'avoir un contrat avec une fédération pour accompagner le haut niveau ou répondre à une demande dans la perspective des Jeux Olympiques, on va dire après 2024, parce que 2024 pour moi c'est déjà aujourd'hui. Alors justement, ton regard sur la préparation de ces Jeux Olympiques, est-ce que tu trouves, avec ton franc-parler et ton regard d'athlète professionnel, que la France s'y prépare bien? Moi, je vais aller dans le sens de Teddy Riner qui a dit que on allait droit dans le mur, dans le sens où déjà on voit la place du sport, on voit comment est perçu le sport déjà à l'école, comment nos générations. Je pense qu'on a la bourre. Maintenant, c'est notre culture aussi française qui est. On ne peut pas en vouloir. L'événement va évidemment on le voit parce qu'il y a il y a quand même une grosse orga et c'est ça Paris, il y a tout qui se profile de bien au niveau de l'organisation, mais il y a des choses peut-être moins bien en guise de préparation. Et bon, moi je suis pas analyste pour l'instant et de ma position je ne suis pas l'autre fois est-ce que je suis pas crédible, mais est-ce que je peux avoir ce regard? Est-ce que je suis est-ce que non, aujourd'hui je peux pas juger, juste que c'est demain et que est-ce que nos générations sont prêtes? On verra en 2024. Donc ça c'est toute la question. Je voulais te poser 2-3 petites questions sur des outils que tu peux utiliser. Est-ce que tu as basculé sur les chaussures carbone? Est-ce qu'elles ont fait leur entrée dans tes placards? Et est-ce que sur la piste, tu utilises également des chaussures carbone? Alors oui, bien sûr. Moi, j'adore tout ce qui est technologie. Je fais du vélo et je me suis aussi équipée. Puisque dans le vélo, le ski, il y a déjà le carbone. La chaussure a fait son entrée. Bon, évidemment, moi, j'étais en vraiment baisse de forme quand elles sont arrivées, donc du coup, je pouvais pas trop en juger. Mais aujourd'hui, je les ai et je vois vraiment une grosse différence. Une grosse différence déjà en termes de coût, de rendement, ça renvoie.
notamment sur les chaussures de route, là où moi j'avais un peu de mal. La pointe d'athlétisme, évidemment que je l'ai eu en parlant de la Nike et Dragonfly, évidemment, puisque moi je suis une pistarde et j'ai voulu tester. Ça, voilà, enfin, on aurait eu ça. C'est sûr que il y a un gain important. C'est bien ça avec l'évolution du temps. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait ils n'aient pas mis une date. C'est-à-dire qu'il y a des records aujourd'hui qui sont battus tous les jours et qui disent voilà, qui mettent en 2021 voilà carbone. Parce qu'aujourd'hui comparer les temps ça n'a plus de sens et la valeur pédestre finalement. Moi aujourd'hui j'essaie de transférer. Cette fille a fait, mettons, je dis 4,10, je rajoute dans ma tête, c'est une fille qui faisait 4,13, 4,14 à l'époque. Voilà, moi je résume comme ça pour avoir la valeur pédestre. Maintenant, je les ai, oui. Je les utilise parfois, pas assez parce que voilà, je suis plus dans une démarche tétra-bloc, mais c'est hyper, on a moins de douleur le lendemain, on récupère mieux déjà par la mousse. Et puis ça répond, ça renvoie. Moi, je pense que j'aurais eu ça en pleine bourre. Ça aurait été exceptionnel, c'est sûr. Donc, on ne verra pas sur les courses aux Jeux Olympiques de Paris. Si. Ah non. Celle-ci, tu m'as dit en off, non, bon, c'est terminé pour moi. Non, bien sûr, oui, non, c'est terminé, évidemment, c'est terminé. La piste, c'est. Je pense qu'avant ma dernière vraie compétition sur piste, c'était à Yuan, aux Jeux mondiaux militaires en 2019. J'avais fait un 5000 en 15,58, je crois. Mais non, c'est fini. J'ai plus. Il faut, voilà, c'est pesant hein, ces années. Donc, c'est pas que je me blesse, c'est pas que voilà. C'est pas une question d'âge parce qu'il y a des gens qui ont été des athlètes qui ont été qui sont performants encore, hein, et qui ont 40, 41 ans. C'est pas un souci, mais à un moment donné, voilà, je suis fatiguée psychologiquement. En fait, voilà, c'est le fait de se mettre dans des états. Tu peux le faire une fois, mais bon, voilà. Et puis tu y crois moins, forcément. T'as moins l'envie puisque tu peux plus. Tu sais que moi, je ne peux plus faire moins de 15-14. Donc, voilà. Après, peut-être c'est un tort. Hein. J'aurais mon coach à côté de moi, hypnotiseur. Il me dit, Sophie, mais voilà, non, j'y crois pas. Enfin, et puis, à un moment donné, il faut laisser. Et puis être là pour les autres générations. Est-ce que tu trouves que c'est difficile de voir avec l'âge, peut-être, les performances ne plus progresser, stagner ou peut-être régresser? Est-ce que ça peut faire peur quand tu as connu finalement le très haut niveau et de se dire là, j'arrive au bout peut-être de ma carrière professionnelle? Tu t'y es préparé justement par ce concept running experience, mais sur un plan personnel, de te dire finalement que j'arrive au bout de cette histoire avec le très haut niveau? Alors, non, ça fait pas peur parce que en fait, moi, je suis satisfaite des chronos que j'ai réalisés. J'ai pas de vrais regrets, si ce n'est de pouvoir avoir fait peut-être un ou deux, 3000 steeps. J'aurais gagné peut-être 4 secondes. J'aurais peut-être gagné 4 secondes sur 5000, mais j'ai pas de regrets. Donc, ce qui fait non, parce que en plus, ça s'est bien fait en fait. Il y a 3 ans en arrière, je battais mon record sur 10 000. Donc, j'ai toujours eu des satisfactions qui ont fait que ça fait pas peur parce que voilà, je suis dans l'acceptation. Et puis j'ai commencé à basculer dans d'autres sports, en fait, en définitive où je ne connaîtrais pas le haut niveau, mais pour essayer voilà de pallier à d'autres et de retrouver d'autres choses. Donc je peux pas dire que ça fait pas peur. On est toujours je trouve pas le mot, mais ça va vite. La vie va vite. Donc voilà, mais non, il faut l'accepter. Après, c'est comme ça. Après, moi, j'ai eu la période Covid. Donc, ça, c'est sûr que ça a été une césure et qui a été voilà, un marqueur. Et je pense que cette période a été compliquée à gérer. Alors, ça l'a été pour tous, mais oui, pour vous, les athlètes dont c'est le quotidien, de ne plus pouvoir participer à des compétitions. Ça devait être frustrant de se dire je peux peut-être pas courir comme je le voudrais avec les camarades et le partage que ça induit. Ça doit être difficile à vivre. Ouais, je pense qu'on n'a jamais été préparé à ça et quiconque que ce soit, comme je disais, même à la guerre en 45, on continue à avoir des compétitions.
moi, en plus, j'avais l'aspect, je sais qu'il me restait très peu de temps, quoi, en fait. Et c'est ce qui me commençait à être un peu difficile. Et donc, c'est des périodes, en fait, bon, moi, j'ai toujours aimé m'entraîner, donc c'est une chance. En définitive, je perdais pas trop, mais tu perds toujours quand tu fais pas de compétition. Et ce que tu perds aussi, c'est l'aspect mental. Tu vas pas te préparer pour un truc, pour faire un truc, pour te dépasser. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc, tu perds quelque part, pas la foi, mais tu perds quelque chose en toi. Et moi, cette période, autant la période de calme et tout, moi, j'ai aimé. Bon, jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Mais pour l'aspect athlétique, ça a été très compliqué pour moi parce voilà, à 25 ans, tu t'en remets, mais à mon âge, tu sais qu'il te reste très peu. Donc ouais, ça a été un peu compliqué cette période. Alors, avant de conclure cet épisode, Sophie, où tu t'es livrée sur les coulisses du sport de haut niveau, est-ce qu'on te verra peut-être sur des épreuves type trail, mêlant finalement un peu de cross et ce dénivelé que tu connais à Font-Romeu? Non, alors non, pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, moi je considère que je m'éclate. Quand je vais à la calme, je gravis des montées, je descends un peu, mais j'ai pas besoin de ça d'un dossard pour être, voilà, non. Si je dois faire un trail, ça sera pour rigoler avec les copains, ou voilà, ça sera pour passer un moment, mais jamais dans l'optique. Déjà, je sais pas descendre et j'ai même pas envie d'apprendre. Et puis non, c'est courir dans la nature, j'aime, mais l'aspect compétition en trail, c'est un autre domaine, c'est une autre discipline. Par contre, on m'a déjà vu en course de montagne qui a plus de similitudes avec nos profils, à savoir il faut avoir une VO2 max très élevée. Là, oui, j'ai fait de la compète, un petit temps, mais juste pour changer d'air, mais non, on me reverra pas sur trail. Alors, quels seront tes prochains objectifs, s'il y en a là peut-être dans l'été ou à l'automne prochain? Tu prépares quoi? Est-ce qu'il y a quand même des courses? En fait, moi j'ai la double casquette puisque je suis militaire aussi. Là, j'ai une mission de conseiller technique pour le CISM, qui est la Fédération internationale du sport militaire. Donc en fait, j'ai un souci dans le sens où je suis conseiller technique et à la fois encore athlète. Et on a les Jeux mondiaux, les championnats du monde militaire de cross qui sont au Portugal en octobre, et je pense être en capacité d'être toujours performante. Donc je serai là. On a l'enjeu avec le club de faire un 3e titre d'affilée par équipe. Donc là, pareil, on est déjà qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc ça, c'est des choses qui me motivent. Et ce sera plus de l'ordre, tu vois, du collectif. À titre individuel, j'ai envie de dire, je vais faire des courses le mieux possible. Maintenant, je me fixe plus d'objectifs. Ça passe, c'est super. Voilà. Après, moi, j'ai vraiment en ligne de mire ces compètes. Et après, je me suis engagée sur un autre sport, vu que je fais un peu de vélo, le duathlon, où je m'éclate aussi à faire du duathlon avec les camarades du club. Donc, il y a l'aspect quand même motivationnel en lien avec les autres. Mais j'ai surtout comme projet de mener à bien le DES à l'INSEP, avec un projet un peu gigantesque au niveau de mon projet professionnel, et ça va me demander beaucoup de temps. Voilà. Donc là, il va falloir monter sur Paris, par contre. Voilà, c'est ça. Mais 3 jours par mois, donc ça vous devrait le faire, puisque c'est une formation qui est en mix, c'est-à-dire en présentiel et en stage en structure, avec un projet à réaliser au cours de cette année-là. Bon, alors un gros programme pour les mois et les années à venir. Oui, je n'aime pas m'ennuyer. En tout cas, Sophie, merci de t'être livrée dans ce long épisode du podcast À côté de mes pompes. Ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. De même. Merci à vous, et merci à toi pour ta patience et ta sollicitation. Eh bien, moi, je te remercie à nouveau. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute.
pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.